On a mon pays. Le pays du métis. Trop de frustration à son égard. Donc on y va. Désolée pour mon retard, j'ai eu du mal à me lancer, à me connecter. J'ai eu vraiment un mal fou pour démarrer mes appareils qui commencent à bugger un peu. Bonjour Brice, Quadio Alain. J'ai eu du mal à démarrer mes appareils qui ont vraiment, comme je dis, qui commencent à bugger, donc un peu épuisé, je crois bien. Voilà. Bonjour à tous, bonjour à tous. Aïcha, bonjour. Pour demain, tu es ivoirien, trop de frustration à son égard. Donc bonjour, on va parler de notre pays, la Côte d'Ivoire, de l'Afrique en général. On va parler, donc j'essaie d'annoncer rapidement. Bonjour Traoré Ahmed, bonjour, merci d'être là, merci de me suivre. On va parler de notre pays, la Côte d'Ivoire, on va parler des erreurs du passé. On va parler de cet esprit, comment je nomme, démon, de la xénophobie qui est en train de refaire surface dans le paysage ivoirien. Diomandé Moussa, bonjour. Donc, qui fait surface, on va parler de la xénophobie, on va parler du tribalisme. Il faut toujours répéter, je pense qu'il est nécessaire de parler, de répéter les choses, de ressasser les choses, de marteler les choses, de toujours revenir sur les erreurs du passé, pour ne pas que ces mêmes erreurs nous rattrapent. Donc, ces démons de la xénophobie, donc du tribalisme, comme je le disais, Abou de Paname, salut, merci. Donc, ces erreurs qui vous refont surface dans le langage des hommes politiques aujourd'hui, des responsables politiques. Moussa Koulibaly, bonjour, merci. Ma soeur Anaïs Oula, je t'embrasse. Je viens de suivre tout à l'heure ton intervention face à Jean-Yves Le Drian. Merci pour tout ce que tu fais. Rachida Konaté. Donc, je disais, on va parler de cette xénophobie qui est en train de faire surface malheureusement dans le paysage ivoirien. On va aborder ça. Et puis, surtout, on va parler de monsieur Fabrice Sawignon. Voilà, Amidosso Binaté, bonjour. Fabrice Sawignon du côté qui se déclare être candidat pour la commune du Plateau. Nous allons aborder tous ces sujets-là. Le temps de vous faire patienter, on va aborder ça parce que ce sont les erreurs et faites très attention, surtout nos hommes politiques dans le langage, dans le verbe de nos hommes politiques, des responsables politiques, dans le verbe des responsables politiques et dans cette montée des xénophobies qui est en train de revenir faire surface et des tribalistes qui fait surface, et m'adresser aussi aux partis politiques dans des appareils politiques, d'être vigilant, d'avoir un langage d'éducation, d'avoir un langage correct pour pouvoir éduquer leurs propres militants à ne pas répéter les erreurs du passé qui ont conduit malheureusement la Côte d'Ivoire dans cette crise identitaire qui a été vraiment une guerre. On a échappé, je dis bien on a échappé de justesse à la guerre civile elle-même, parce que la Côte d'Ivoire est un pays de métissage, la Côte d'Ivoire est un pays multiculturel, la Côte d'Ivoire est un pays de diversité culturelle, la Côte d'Ivoire est un autre pagne Nzassa, donc ce Nzassa des cultures diverses et d'ailleurs, et donc nous devons faire très très attention à cela. C'est pour cela que je joue cette chanson qui a tout un sens pour la Côte d'Ivoire, pour tous les enfants de Côte d'Ivoire. Lion roi, toujours roi. Salut à toi mon frère. Faut pas regarder le visage des uns et des autres pour leur attribuer une nationalité. Mais leur projet de société, leur vivre ensemble, c'est qu'ils apportent à la société. Il y a des gens qui ne sont pas ivoiriens qui apportent plus à la Côte d'Ivoire que les Ivoiriens eux-mêmes. Le pays du métis. Merci Prince Youla. Touré Abdoul Razak. Salut. Au pays.
Merci à tous, merci à tout le monde. Merci à tous, merci à tout le monde. Merci de me suivre, merci d'être là avec moi. Merci de prendre de votre temps pour m'écouter, même parfois, même quand c'est long. Je vois beaucoup de personnes du côté d'Abidjan. Emmanuel Kwasi, salut. Hassan Souni, Gouin, merci de me suivre. Donc je vois beaucoup d'Ivoiriens, beaucoup d'Africains, du côté de la Côte d'Ivoire, du côté du Burkina Faso que je n'oublie pas, du côté de la Guinée, du Mali, du Bénin, de l'Afrique de l'Ouest, et puis même du Congo. J'ai beaucoup d'amis congolaises qui me disent, mais on te suive. On a des familles congolaises qui sont au Congo et qui nous emmènent tes vidéos. Donc j'embrasse toute l'Afrique entière, je salue tout le monde. Je pense que l'Afrique doit rester fraternelle au-delà de notre multiple diversité. La fraternité doit être au cœur de notre préoccupation et l'intérêt de l'Afrique doit être un projet commun continental. Et puis la solidarité, le dialogue social doit être notre projet commun régional pour pouvoir consolider pour réussir l'intégration africaine. Donc vraiment, je voulais aujourd'hui avec vous aborder ce problème qui est une vraie difficulté et qui est un vrai problème au sein de la société ivoirienne. Donc, excusez-moi, je vais baisser ma télé parce que je suis en train de suivre les débats parlementaires. Donc, c'est sur les débats parlementaires. Donc, je vais vraiment parler de ce problème qui est un réel problème, qui est une vraie difficulté et que on se doit de souligner, on se doit d'interpeller quand ça commence, on se doit de dire attention, stop, ça recommence. On se doit, en tant que citoyen, en tant que responsable politique, en tant que leader d'opinion, en tant qu'appareil politique, de regarder très souvent dans notre rétroviseur pour faire attention à ne pas répéter les erreurs du passé qui ont causé beaucoup d'accidents dans l'histoire de notre pays, la Côte d'Ivoire. Donc nous devons faire très très attention et on doit rester vigilants. Quand on a vécu une guerre comme la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens qui n'ont jamais imaginé un instant dans leur existence vivre la guerre, on la voyait. Aurélie Coudougnon, salut à toi. Louis Sander Bagou, salut mon frère. Donc du côté, quand on a vu la guerre de loin, parce qu'on n'a pas approché, on n'a pas touché à la guerre, on n'a pas senti la guerre au départ, on l'a vu de loin. Quand les artistes ivoiriens chantaient « Libérez Nelson Mandela », on chantait libérer Nelson Mandela sans comprendre même ce que les Sud-Africains vivaient en réalité. C'était que la guerre civile. On chantait pour le Libéria sans comprendre ce que les Libériens vivaient en réalité. On chantait les artistes ivoiriens chantaient, ils mobilisaient, ils chantaient pour le Congo, Kinshasa, après la chute de Mobutu, sans comprendre ce que les Congolais vivaient en réalité, ce que c'est que la guerre. Donc, la guerre, on a chanté sans comprendre, sans savoir la douleur des uns et des autres. On a chanté pour le Rwanda, on a pleuré pour le Rwanda, on a même pleuré pour d'autres pays autour de nous, mais on n'avait pas compris l'ampleur, ce que c'est que la blessure de guerre, ce que c'est que vivre la guerre, voir la guerre, toucher la guerre et vivre la guerre. Donc, quand on a sous-estimé ce que les autres ont vécu, parce qu'on a sous-estimé. On a sous-estimé ce que les autres ont vécu. Parce que si on n'avait pas sous-estimé, nos intellectuels africains, nos hommes politiques africains, nos hommes politiques, ils allaient éduquer, évoquer, répéter, commémorer le passé pour amener les Africains et surtout les pays à ne pas répéter les mêmes bêtises sur le continent, les bêtises du passé, les erreurs du passé. C'est vrai, Youlo, la Côte d'Ivoire est un brassage ethnique, qui est un métissage qui est formidable, qui est extraordinaire. C'est ce qui fait la fierté de l'Ivoirien. Ce n'est pas être Ivoirien, c'est ce métissage qui fait la fierté. C'est pour ça qu'on dit l'Ivoirien est fier, parce qu'on a plusieurs cultures. On a un mélange, on a un cocktail de culture qui fait qu'on a une longueur d'avance d'ouverture normalement sur les autres. Mais il y a une minorité, je dis bien une minorité d'Ivoiriens qui chaque fois revient rapidement au galop revient au galop et revient toujours aux origines des uns, aux origines des autres, revient à l'identité de l'autre, à l'identité des uns.
Donc, je voulais vraiment aborder ces sujets-là avec vous aujourd'hui sans parti pris. Je dis bien sans parti pris. Il peut y avoir des gens qui vont être vexés parce qu'ils pensent que j'aborde des sujets pour pouvoir peut-être indexer les uns les autres. Je n'indexe personne, mais depuis très longtemps, depuis quelques temps, ça fait bientôt plus d'un mois que je suis sur les réseaux sociaux. Je regarde les réseaux sociaux et j'observe qu'il y a une personne en Côte d'Ivoire que je ne connaissais même pas, que je ne connais pas, que je n'ai jamais côtoyé, que je n'ai jamais vu, du nom de monsieur Fabrice Sawignon. Voilà. Fabrice Sawignon, qui est de Vaudou Communication, qui est la cible sur les réseaux sociaux de beaucoup d'internautes où on le brandit, qui n'est pas ivoirien, ce n'est pas ivoirien, il n'est pas le bon candidat pour le plateau, le plateau ne lui appartient pas. Donc, avant de revenir sur ce problème, je veux que mes frères, qu'on soit lucide et qu'on revienne un peu, on regarde dans notre... Chacun, on a le même rétroviseur. Toute la Côte d'Ivoire, nous avons le même rétroviseur. Donc, je voudrais qu'on regarde un peu dans notre rétroviseur. Regardons dans notre rétroviseur. Quand on prend l'histoire de la Côte d'Ivoire, parce qu'il est important, je dis, toujours dans l'histoire d'un pays, dans l'histoire d'une république, dans l'histoire d'une nation, dans l'histoire d'un continent, dans l'histoire du monde, il faut toujours commémorer les mémoires. Même si l'histoire est douloureuse, mais il faut commémorer les mémoires. Le fait de commémorer des mémoires, le fait de commémorer des drames, ça permet à la société de s'éduquer, de prendre conscience des erreurs, des bêtises du passé pour ne pas les reproduire dans le présent et éviter de les reproduire dans le futur. Donc, regardons un peu dans notre rétroviseur. Vous savez, la Côte d'Ivoire, on la connaît nous tous. On connaît son histoire. Nous, on était très très jeunes. On était tout petits. Et puis, au temps de l'ex-président Félix Houphouët-Boigny, dans les années 90, a nommé le président actuel, donc qui était le premier ministre à l'époque en 90, le président Alassane Ouattara, qui était le premier ministre de Houphouët-Boigny en 90, quand Houphouët-Boigny a estimé que la Côte d'Ivoire, il devait refonder parce qu'il y avait des problèmes au niveau du café cacao, au niveau du FMI, il n'y avait pas de prêts, mais tout, bon, on ne va pas revenir dans le détail des prêts de la Côte d'Ivoire au niveau du FMI, où le FMI créait pas de difficultés, mais la Côte d'Ivoire avait des problèmes au niveau quand même de sa marchandise, sa matière première. Donc quand Houphouët-Boigny a fait a nommé Alassane Ouattara à l'époque comme Premier ministre, le premier en Côte d'Ivoire, je le dis bien, parce que moi j'étais très jeune. J'étais très jeune et mon père à l'époque qui achetait beaucoup journal La Voix. Pour ceux qui se rappellent, ils diront oui, journal La Voix. Mon père était cadre, c'est haut fonctionnaire de ces cadres qui était avec les Vaudiers, les Nyossois à l'époque. Voilà. Donc, je lisais beaucoup aussi quand il achetait le journal La Voix. Mais quand il finit, je suis assise à côté, je le récupère, je lisais le journal. Et je me rappelle très bien que quand Houphouët-Boigny a nommé Alassane Ouattara comme Premier ministre, le premier en Côte d'Ivoire qui a dénoncé pourquoi Houphouët-Boigny a nommé Alassane Ouattara comme Premier ministre, c'était Laurent Gbagbo, le secrétaire général du FPI. C'était Laurent Gbagbo qui a pris la parole en Côte d'Ivoire et qui a dit « Non, Houphouët n'a pas nommé Alassane Ouattara comme Premier ministre. » Ces raisons qu'il a données à l'époque, c'est que Alassane Ouattara ne serait pas ivoirien. Non, ce ne serait pas ivoirien, mais il disait Alassane Ouattara, il faudrait que Houphouët nous explique les origines d'Alassane Ouattara avant de le nommer Premier ministre. Écoutez très bien ce que je dis, parce qu'il ne faut pas, on va transformer, on va travestir l'histoire de notre pays. Surtout quand l'histoire nous a coûté cher. Quand l'histoire de notre pays nous a coûté cher, il ne faut pas jouer avec, il ne faut pas la travestir, et il faut faire très attention pour ne pas répéter les mêmes erreurs du passé. Vous comprendrez pourquoi j'ai mis sur ma page en annonçant les photos de la diversité ici au niveau de la France. Pourquoi j'ai mis les photos de ces Africains qui sont élus en France. Et j'en viens. C'est Laurent Gbagbo qui a fait la une de Notre Voix. Dans son interview, pourquoi Houphouët a nommé Alassane Ouattara comme Premier ministre. Mais nous, on était petits. On ne comprenait rien à la politique au départ. On ne savait pas. C'est les slogans qu'on prend pour répéter. Nous, on répétait les slogans. Mais Gbagbo n'a pas expliqué qu'on doit nommer quelqu'un en fonction de ses compétences. Mais Gbagbo a parlé des origines.
et il a fait la une de Notre Voix. Je l'ai lu, Notre Voix. Et tout le monde sait en Côte d'Ivoire comment les choses se sont passées. Donc, ce problème, c'est-à-dire quand il a annoncé, il n'a pas expliqué. On nomme quelqu'un en fonction des compétences. On nomme pas quelqu'un en fonction de ses origines ou en fonction de son identité. Quand tu es chef d'entreprise, tu ne demandes pas les origines de quelqu'un, tu as besoin de compétences. Donc, l'État, la République est comme une entreprise. Donc, Houphouët a nommé Alassane Ouattara comme Premier ministre parce que Houphouët estimait à l'époque que Alassane Ouattara a des compétences. Il a ces compétences pour être au poste de Premier ministre. Brigitte Bidi, ma soeur, je t'embrasse, assez. Donc, mais Gbagbo à l'époque a décrié que Houphouët ne devait pas nommer Alassane Ouattara parce qu'on devait vérifier les origines d'Alassane Ouattara avant de le nommer Premier ministre. Premier ministre. Très bien. Donc, vous notez avec moi, ça fait 1. Suite à cela, j'ai dit, on va revenir, regardons dans notre rétroviseur pour ne pas répéter les bêtises du passé. Parce que ça coûtait la vie des Ivoiriens. Ça coûtait la cohésion sociale. Ça détruit cet amour, cette richesse. Ça détruit ce métissage. Ça a mis la méfiance dans le cœur de chaque Ivoirien. Alors que dans chaque famille ivoirienne, il y a du métissage. Connais très très fort. Sois salué fortement. Il y a du métissage dans chaque famille. Il y a du métissage dans chaque famille. Donc quand on parle de l'origine, on est en train d'indexer les uns et les autres. Sans même voir autour de nous qu'on est en train de faire du mal. Je ferme le paragraphe. Donc, suite à cela, le PDCI, qui était le parti au pouvoir à l'époque, allait interviewer jusqu'à Congo. L'affaire a commencé à monter et puis les militants du FPI, eux, ils ont pris comme slogan « Ton pays, quel est le pays d'Alassane Ouattara? Quel est le pays d'Alassane Ouattara ?» C'est pour ça que j'ai joué la chanson. Je l'ai joué, la chanson de Yodé Suro, qui résume parfaitement la situation, c'est-à-dire parfaitement l'identité de la Côte d'Ivoire elle-même. La Côte d'Ivoire, son identité là. C'est ça, le métissage. Ismo, sois salué du côté d'Abidjan, mon frangin. Ça salué. Donc, il dit, je vais garer la voiture. Merci, mon frère. Donc, la RTI est partie jusqu'à Congo pour aller interviewer la famille d'Alassane Ouattara à Congo pour démontrer, puisque on ne demande pas CV de quelqu'un pour dire quelles sont tes compétences, c'est ton identité. On demande. Donc, la RTI est partie jusqu'à Congo pour filmer la ville de Congo pour prouver aux Ivoiriens que un de leurs frères est vraiment ivoirien. Mes frères, moi, on va continuer. Mais nous, on était jeunes à l'époque. Donc, naïvement, on a relayé les slogans politiques. Quel est ton pays? Quel est ton pays? Wow, Alassane n'est pas ivoirien. Quel est ton pays? On a tous relayé cette information parce qu'on était jeunes. Donc, on nous manipule. Donc, nous, on a relayé l'information. J'en passe. Alassane Ouattara est Premier ministre de la République de Côte d'Ivoire. On ne s'est pas posé la question, on me dit, mais il est Premier ministre. C'est-à-dire que quand vous êtes des hommes politiques, vous êtes des partis politiques, quand il y a un problème, quand il y a des crises, en 90, c'est nous quand on est sorti du pays qu'on a compris qu'en 90, il y a eu une crise majeure qui était mondiale. La crise de 90, c'était une crise mondiale. Mais on était au pays là, vous ne savez pas. Donc nous, pour nous, c'était un truc comme ça entre nous, alors que c'est un truc mondial. 90, c'est mondial. Tout le monde va courir au FMI pour aller trouver quelqu'un pour venir de son pays, mais pour venir l'aider. Quand on est homme politique, on doit avoir la connaissance de la géopolitique, de la géostratégie, des intérêts au niveau mondial, au niveau planétaire, au niveau international. Si tu n'as pas ces éléments, tu n'as pas ces compétences-là, il ne faut pas venir demander à être président dans un pays. Parce que ça ne vaut même pas la peine. Tu vas plomber le pays pour rien. Parce qu'on est dans un monde planétaire. On vit dans un monde planétaire. Et toi, tu es déconnecté de la planète. Donc, on va où? Toi, ta petite bulle, tu vas mettre ça où? Bref. Et puis, Alassane Ouattara est Premier ministre. Il est Premier ministre. Par la suite, le feu Félix Houphouët-Boigny, le décès de Félix Houphouët-Boigny a survenu. Vous savez, quand on a des institutions et que nous-mêmes, quand on a des institutions et que nous-mêmes, on ne respecte pas les institutions, on n'apprend pas les institutions, on n'apprend pas ce que c'est que l'institution, on fait des erreurs, on commet des bêtises, on commet des erreurs
par naïveté. Donc, Alassane Ouattara est Premier ministre de la République de Côte d'Ivoire. Donc, il est le chef du gouvernement. Il est le chef du gouvernement. Quand le président en exercice de ses fonctions décède, normalement, on fait référence à quoi? À la Constitution. Mais attention, pour faire référence à la Constitution, c'est le chef du gouvernement là. C'est avec lui qu'on fait référence à la Constitution. C'est avec le chef du gouvernement qui est le Premier ministre, puisqu'il y a le président, il y a le Premier ministre. Ensuite, il y a le président de l'Assemblée nationale. Voilà. Donc, le président de l'Assemblée nationale est le troisième personnage de l'État. Le président est le Premier ministre est le deuxième, le président de l'Assemblée nationale est le troisième. Donc, quand le premier meurt, qu'est-ce qu'on fait du deuxième? Et Alassane Ouattara à l'époque est deuxième personnage de l'État. Bédié est troisième personnage de l'État. Le président, le Premier ministre qui est le chef du gouvernement, devait conduire, expliquer à la nation, expliquer aux élus, passer à l'Assemblée nationale, discuter, dialoguer, pour expliquer, pour annoncer la nouvelle à la nation qu'on veut le père de la nation. Mais lui qui est le Premier ministre, là, il conduit son gouvernement. Le Premier ministre, là, on ne le chasse pas, mais il conduit son gouvernement. Il va organiser les élections. Il conduit le gouvernement. Après la mort du Houphouët-Boigny, là, moi je peux vous dire aujourd'hui, avec beaucoup de recul, avec beaucoup de distance, avec des passions, je peux dire qu'après la mort du Houphouët-Boigny, il y a eu un coup d'état institutionnel en Côte d'Ivoire. Après la mort de Houphouët-Boigny, il y a eu un coup d'état institutionnel en Côte d'Ivoire. Où est passé Alassane Ouattara dans le paysage ivoirien, le paysage politique? Il est passé où? On l'a fait disparaître piaco. Bédié est venu, on dit Bédié prend le pouvoir. Est-ce que c'était comme ça, on devait faire la transmission du pouvoir à Bédié, qui était le président de l'Assemblée nationale? Donc, j'ai dit, regardons dans notre rétroviseur. Quand on est leader d'opinion, quand on est homme politique, on doit amener la société à ne pas recommencer les bêtises du passé. On doit faire très attention. Et quand on a la chance de comprendre quand même les principes institutionnels, s'il vous plaît, ayons le courage, ma grande sœur Martine Ouya, soit saluée, ayons le courage de éduquer la société. Donc c'est aux appareils politiques là, d'éduquer leurs militants à un langage institutionnel et à un langage républicain. Donc, après, le paysage, Alassane Ouattara a disparu du paysage ivoirien. Mais ce que nous oublions, l'histoire de la Côte d'Ivoire est une histoire immense. La Côte d'Ivoire est un petit pays, mais son histoire est immense. Son histoire est faite de diversité culturelle, de diversité ethnique. C'est mosaïque. La Côte d'Ivoire est le Nzassa. Quand vous regardez les pagnes Nzassa là, c'est ça la Côte d'Ivoire et Nzassa. Pour les gens qui vont à l'église, quand vous rentrez dans une église là, vous voyez, c'est des mosaïques comme ça en verre. Mais ces mosaïques en verre là, le reflet des mosaïques en verre, tellement bien placé, donne une beauté extraordinaire avec juste un reflet de soleil. Donc la Côte d'Ivoire est ce soleil qui est merveilleux, qui est agréable à voir, qui est tellement beau et que par notre méconnaissance de l'histoire, de l'anthropologie de la Côte d'Ivoire, on amène les communautés à s'entredéchirer, à se détester, à se haïr, à se diviser, à se fragiliser. Donc, notre propre Nzassa, que nos ancêtres, nos grands-parents, arrière-grands-parents ont mis du temps, ont saigné pour construire, c'est-à-dire qu'ils ont mis ensemble cette Côte d'Ivoire-là. Nous qui n'avons rien vécu là, on est venu détruire comme ça, très rapidement, à petits pas. À petits pas, on a détruit. Donc, on se doit de préserver ce Nzassa qui est la Côte d'Ivoire. On se doit de préserver ce mosaïque qui est la Côte d'Ivoire, qui a une beauté qui est tellement enviée. Je peux dire, la Côte d'Ivoire était enviée dans le monde. La Côte d'Ivoire est un pays envié dans le monde. Mais
Ces petits pays aujourd'hui qu'on appelle les pays émergents là, asiatiques là, est-ce qu'ils étaient mieux que la Côte d'Ivoire avant? Est-ce que Singapour était mieux que la Côte d'Ivoire? Est-ce que le Japon était mieux que la Côte d'Ivoire? Pourquoi on est arrivé les derniers? Parce qu'on n'a pas su préserver ce qui faisait la beauté, la clarté, la richesse de notre pays. Je vais passer ce paragraphe. Mes amis, ensuite Bédié est venu au pouvoir. Quand Bédié vient au pouvoir, il sort son slogan, son projet de l'ivoirité. Bédié vient au pouvoir, il sort le projet de l'ivoirité. Attention. Bédié vient au pouvoir, il sort son projet de l'ivoirité. Tous les problèmes de la Côte d'Ivoire vont commencer. L'ivoirité. La France, là, à l'époque, c'est elle qui a soutenu Bédié. La France a soutenu Bédié quand Bédié est venu au pouvoir. La France savait qu'en Côte d'Ivoire, là, à l'époque, de la manière, Ouattara, que le premier ministre, on l'a balayé d'un revers de la main et que Bédié est arrivé, il y a eu quand même un coup d'état institutionnel. Mais la France a soutenu Bédié parce que le PDCI-RDA était parti, normalement, ce sont des démocrates. Quand on dit démocrates, ce sont des partis de droite. Quand on dit républicains, ce sont des partis de gauche. Donc, le PDCI-RDA est un parti démocrate. Donc, c'est un parti de droite. Donc, Bédié était soutenu par la droite française. Il était soutenu par la droite française qui trouve que le PDCI est un allié stratégique. Mais quand Bédié a sorti le problème de l'ivoirité, je peux vous dire, mes amis, ça a mis la France en colère. Jusqu'à aujourd'hui où je vous parle, moi je vis en France, où je vous parle aujourd'hui, même les élus français, l'histoire de l'ivoirité, ils n'ont pas encore gommé. Ils n'ont pas encore gommé et ils le disent tous les jours. Ils le disent. Gbagbo a été con, il s'est fait avoir par... Il a payé cash l'ivoirité. C'est ce qu'ils disent. Mais en réalité, Gbagbo n'est pas le père de l'ivoirité. On peut tout reprocher à Gbagbo. On peut tout dire de cet homme. On peut le critiquer. On peut même ne pas l'aimer. Mais on doit reconnaître une chose. Gbagbo n'est pas le père de l'ivoirité qui a causé la division au sein de la Côte d'Ivoire, de ce mosaïque, de ce Nzassa ivoirien. Gbagbo n'est pas le père de l'ivoirité. Parce que je vais vous rafraîchir la mémoire. Quand Bédié a parlé de l'ivoirité, et Bédié a sorti ce slogan à l'époque où il a dit Alassane Ouattara n'a qu'à nous montrer son camarade d'école, de classe. Si vous vous souvenez, Bédié a sorti, je sais pas, à une conférence, sa photo de classe pour dire voilà mes amis d'école. Alassane Ouattara n'a qu'à nous montrer ses amis d'école, de classe à l'époque. Le même Gbagbo qui en 90, quand Oufou a nommé Alassane Ouattara et qui a dit non, on veut pas, on veut savoir ses origines, est revenu à la charge et a dit à Bédié ah non. Gbagbo a dit à l'époque ah non. Alassane Ouattara est ivoirien, il a été premier ministre de la République de Côte d'Ivoire, il a tous ses droits, il est ivoirien. Ça c'était Gbagbo. Et moi je me souviens des faits. Gbagbo s'est levé et il a dit à Bédié à l'époque, Alassane Ouattara est ivoirien comme tout ivoirien. Comme tout ivoirien. C'était Gbagbo. Donc on peut tout reprocher à ce monsieur, on peut tout dire de lui. Reconnaissons une chose, il n'est pas le père de l'ivoirité. Il n'est pas le père de l'ivoirité. L'ivoirité a été on peut appeler peut-être cancer, qui a éclaboussé et qui a bouffé tous les Ivoiriens dans leurs différentes unions, amour, fraternité. Donc, c'était à l'époque Laurent Gbagbo. Très bien. Et puis, malheureusement, Bédié, il y a eu un coup d'État en 1999. Mes amis, la Côte d'Ivoire du Houphouët-Boigny, c'est une Côte d'Ivoire panafricaine. C'est ce que les gens n'ont pas compris. La Côte d'Ivoire du Houphouët-Boigny, c'est une Côte d'Ivoire panafricaine. Le cœur du vrai panafricanisme, il se trouve en Côte d'Ivoire. Je vois les gens qui crient, je suis panafricain, et puis après, tu n'es pas ivoirien, ah toi t'es burkinabé, ah toi t'es guinéen, ah toi t'es béninois, ah toi t'es ceci, et puis ils sont tous panafricains là, c'est des plaisantins.
Parce que le panafricanisme, il est ivoirien. Dans cette Côte d'Ivoire, même moins de 10% des Ivoiriens, c'est que ceux qui disent qu'ils sont Ivoiriens à 100%, ils sont moins de 10%. Tout le reste, c'est du métissage. C'est un brassage ethnique, c'est du métissage. Donc, le cœur du panafricanisme, il est en Côte d'Ivoire. Nous sommes le poumon du panafricanisme. Sauf Houphouët-Boigny, c'est le seul pays en Côte d'Ivoire, en Afrique pas du moins, le seul pays en Afrique où tu as des citoyens ivoiriens qui sont d'origine guinéenne, mais qui étaient dans le gouvernement de Houphouët-Boigny. Tu as des citoyens ivoiriens qui sont d'origine malienne, qui sont dans le gouvernement de Houphouët-Boigny. Tu as les citoyens ivoiriens qui sont d'origine burkinabé, mais qui sont dans le gouvernement de Houphouët-Boigny. Tu as les citoyens ivoiriens qui sont d'origine togolaise, mais qui sont dans le gouvernement de Houphouët-Boigny. Tu as les citoyens ivoiriens qui sont d'origine sénégalaise, mais qui sont dans le gouvernement de Houphouët-Boigny. Le gouvernement ivoirien. C'est-à-dire que la Côte d'Ivoire, dès sa création, est le cœur du panafricanisme. La Côte d'Ivoire, dès sa création, c'est le métissage. Il n'y a pas quelqu'un dans ce pays-là qui va dire que moi, je suis ivoirien 100%. On a tous des origines. On vient de quelque part. On s'est retrouvés là. On a formé une communauté. La communauté ivoirienne. On vit là. Le découpage. On dit on n'est pas l'Africain. Mais quand on prend le découpage culturel lui-même, quand on prend le découpage des cartographies, dites-moi, vous allez à l'ouest de la Côte d'Ivoire, vous avez des Ouais qui ont des parents qui sont au Libéria. Vous avez des Yakuba qui ont des parents qui sont au Libéria. Vous avez des Koyaka qui ont des parents qui sont au Libéria. Le Libéria que vous voyez là, il y a Ouai là-bas. Il y a Yakuba là-bas, les dents là, ils sont là-bas. Il y a les Koyaka qui sont là-bas. Le Libéria là. Le Libéria que vous voyez là. Tous ceux qui sont à l'ouest, ils sont représentés là-bas. Les Kourous sont au Libéria. C'est une partie des Kourous. Vous allez au nord là. Vous avez, ils sont du nord parce que c'est le découpage. On est venu découper les gens. On dit à partir d'aujourd'hui, ta maison là, mais ton frère est de l'autre côté. On dit toi tu es ivoirien, l'autre il est au Burkina. Mais ton frère est là-bas. Donc vous avez des gens qui sont en Côte d'Ivoire, mais qui ont de la famille au Burkina Faso. Vous avez des gens qui sont en Côte d'Ivoire, mais qui ont de la famille au Mali. Vous avez des gens qui sont en Côte d'Ivoire, mais qui ont de la famille en Guinée. Et on est dans un pays où la Côte d'Ivoire est l'île, est comme l'île entourée de tous ces pays. Mais tous ces pays qui sont autour de la Côte d'Ivoire là, ils ont leurs familles qui sont en Côte d'Ivoire. Et alors, il est où le problème? Et alors, ça nous empêche de vivre. On a vécu ensemble. On a construit ensemble. On s'est aimé ensemble. On a eu des enfants ensemble. Pourquoi c'est aujourd'hui on n'est pas capable de s'aimer? Et qu'on doit ramener chacun à ses origines. Donc, la Côte d'Ivoire, tu vas au Ghana, les Akans là, même à partir des Bonois, Bassam, tout ça, ils ont leurs parents qui sont, les Agnis, ils ont leurs parents qui sont au Ghana. Les Agnis, ils ont leurs parents qui sont au Ghana. Moi j'ai des amis Agnis, ils ont leurs parents qui sont au Ghana. Ils vont au Ghana en vacances. Alors, est-ce qu'il n'y a que les gens du Nord qui ont des parents qui sont au Burkina puis au Mali et bien en Guinée? Chacun là, dans la Côte d'Ivoire là, chacun a des parents quelque part. Voilà la Côte d'Ivoire qui est là. Donc, il faut que les gens apprennent l'anthropologie de la Côte d'Ivoire. Et ils apprennent il faut la confusion entre l'immigration intérieure et l'immigration extérieure. Donc, ils confondent tout. Et ça crée des tensions dans le pays. Donc, il faut qu'on arrête un peu ce genre de choses. Donc, je vais clore ce paragraphe et puis je vais continuer, mes amis. Voilà. Donc, vous avez Gbagbo vient au pouvoir. Quand Gbagbo arrive au pouvoir, c'est que l'erreur, naïvement, de l'homme, je dis on peut le critiquer, mais il faut reconnaître qu'il n'est pas le père de l'ivoirité. Gbagbo n'a rien à voir avec l'ivoirité. Malheureusement, il n'a pas su gérer ce sentiment qui a été instauré au sein de la Côte d'Ivoire, qu'il n'a pas su gérer et qu'il a emporté de façon tragique, de façon malheureuse, et qu'il a emporté mais de façon cruelle. Et il a payé plein pot l'ivoirité. Quand il arrive au pouvoir, il aurait dû, en tant que parti de gauche, la gauche française dont il est issu, est une gauche multiculturelle, qui est une gauche diverse. Il n'y a aucun élu de gauche qui est français 100%. Ils sont tous d'origine. Il n'y a aucun élu de gauche en France. On va me dire, il est français d'origine. Et l'erreur
de Gbagbo, c'est qu'il n'avait pas compris ça, il n'a pas perçu ça. Il n'a pas perçu que sa famille de l'international socialiste est une famille de métissage. Donc lui, il était, je ne sais pas, le vice-président ou le président de l'international socialiste. Non, les socialistes se disent, enfin, on a quelqu'un qui va arriver et parler de cette diversité pour protéger, parce que la Côte d'Ivoire, elle est fragile, elle est en train de balancer. La Côte d'Ivoire est en train de balancer, elle est fragile. Alors, comme Gbagbo, lui, il fait partie de notre famille et que nous sommes issus de diversité, nous sommes des métissages, lui, il va préserver le métissage qui est en Côte d'Ivoire. Malheureusement, Gbagbo arrive. J'ai parlé de l'époque où, quand on allait filmer le village de Congo, les militants du FPI ont gardé à l'esprit, Ouattara n'est pas ivoirien. Ouattara n'est pas ivoirien, c'est ce slogan qu'on a gardé. Mais quand Gbagbo arrive, il ne travaille pas avec son parti politique pour dire, je suis le président de la République de Côte d'Ivoire. À partir de cet instant, mon parti politique, vous partez en mission. Tous les militants, je ne vais pas entendre un seul mot que Ouattara n'est pas ivoirien, ni Sti n'est pas ivoirien, si tel fils du Nord est burkinabé, il est malien, il est guinéen, je ne vais pas entendre. Il devait faire ce travail avec son parti politique. Malheureusement, il n'a pas fait ce travail. Malheureusement, ce travail n'a pas été fait. Donc, la question identitaire de l'ivoirité a été tout le slogan pendant tout le mandat de Gbagbo. Ces 10 années de pouvoir a été l'ivoirité, l'ivoirité, l'ivoirité. L'ivoirité dont il n'est pas payé. Mais ces militants ont porté le chapeau. Et le chapeau qu'ils ont porté a tué Laurent Gbagbo, malheureusement. Donc, vous voyez, ça crée des frustrations, des divisions, des crispations, des haines. Des haines. Quand vous voyez un enfant du Nord et on lui dit, vous voyez un enfant du Nord, il n'est pas ivoirien. Il est assis, il souffre. La seule chose qu'il a envie, il est en train de prier, comment même il va te tuer pour t'arriver au pouvoir. Puisqu'il se dit, mais waouh, ce bédier là, on a souffert à l'ivoirité. Toi, tu arrives, on t'a soutenu, toi, tu nous sors ça. Toi, qu'on a soutenu, on a mis au pouvoir. Toi qui devais nous sauver, là, tu ne nous sauves pas aussi, tu fais comme sous bédier. Les gens préparent comment ils vont te chasser du pouvoir. Voyez, mes frères, c'est ça qui a été l'erreur de Gbagbo. Ça a été son erreur monumentale. Il n'a pas su gérer les questions identitaires. Parce que la Côte d'Ivoire a une anthropologie que je vous ai expliqué. Chaque région de la Côte d'Ivoire a ses parents dans les pays frontaliers des régions. Ça, c'est une réalité. On ne peut pas nier. Chaque région de la Côte d'Ivoire a ses parents dans un pays frontalier. Donc, Gbagbo n'a pas su gérer les questions identitaires. Il n'a pas su gérer les questions identitaires. Donc, ça fait qu'au niveau de la droite, de la France, je vais vous dire, de la France a été choquée de savoir que celui à qui on a cru, nous on dit on va le soutenir parce qu'il allait sauver quand même ce tissu social ivoirien. Mais il est arrivé, Blam, il a oublié, il a fait aussi comme l'autre, comme Bédier. C'est l'ivoirité là même, il a pris même pour charger. Alors là, la Côte d'Ivoire devient fragile. Et ça va être très vilain pour les pays autour. Parce que les pays autour s'inquiètent. Quand on est un pays, et puis on dit, oui, tu n'es pas ivoirien, tu es malien, tu es guinéen, tu es ceci. Mais ceux qui vivent en Côte d'Ivoire, ils font comment? Ils font comment? Vous savez, l'humour, je vais vous donner un exemple pour qu'on puisse comprendre. L'humour de l'ouest de la Côte d'Ivoire n'est pas l'humour du nord de la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, on n'a pas les mêmes approches humoristiques. On n'a pas les mêmes approches humoristiques. Je donne un exemple. Quand vous allez chez mes parents bêtés, par exemple, excusez-moi du terme, je ne sais pas vous que je lance comme ça, mais c'est juste une expression qui est très récurrente et qui sort tout le temps et qui choque. Mais con. Chez les bêtés, ce n'est pas choquant. Chez les bêtés, ce n'est pas quelque chose qui choque. Pour eux, c'est pas, ils ne prennent pas ça ils banalisent. Même à leur propre mère, la mairie, ils disent mais con. Donc, ce n'est pas choquant chez les bêtés. Mais quand vous voyez un fils du Nord, parce qu'il y a eu l'immigration intérieure et il y a l'immigration extérieure. Donc, quand on va à l'ouest de la Côte d'Ivoire, on a une immigration intérieure. On a des enfants du Nord qui ont immigré à l'intérieur du pays, donc à l'ouest. Parce que quand on prend la cartographie du monde dans chaque pays, dans le monde entier, ce n'est pas qu'une histoire ivoirienne. Dans chaque pays, la richesse se trouve toujours à l'ouest.
Je ne sais pas comment ils ont défini les cartographies, mais dans chaque pays, peut-être que c'est pour pouvoir facilement naviguer ou facilement faire leur excursion du monde, j'en sais rien. Mais dans chaque pays, la richesse se trouve toujours à l'ouest. C'est pour ça que vous voyez, dans chaque pays, quand on fait les guerres, les conflits, les crises, les rébellions, viennent toujours du nord. Pourquoi? Parce que la richesse, elle est à l'ouest. Alors qu'au nord, il y a moins de richesse. Donc, dans le pays lui-même, il y a une immigration intérieure qui va chercher le confort ou le bien-être à l'ouest. Parce que vous prenez tous les pays du monde, il y a toujours les richesses sont à l'ouest. Et donc, on a eu une immigration intérieure. Donc, on a eu des frères du nord qui ont immigré à l'ouest. On a eu, comme le centre, les Baoulés, il y a des Baoulés qui ont immigré aussi à l'ouest. Et il y a la forêt là-bas, la forêt, elle est dense. La richesse, il y a plus de 50% de la richesse nationale se trouve à l'ouest. Mais ceux qui ont immigré, c'est que l'immigration intérieure, vos frères du nord, nos frères du nord et nos frères du sud, du centre, comme les Baoulés, qui vivent avec nous, ils vivaient en parfaite harmonie avec nous. Il y a eu des couples mixtes, il y a eu des métissages, il y a des enfants, ils vivent là, c'est chez eux, c'est aussi chez eux parce qu'on est tous sur le même territoire. Mais pourquoi j'ai pris l'exemple de mes parents bêtés, leur expression de balancer au visage des gens facilement comme ça, mec. Parce que chez eux, ça n'a pas d'importance. Mais ton frère du nord qui vit avec toi, ton frère du sud qui vit avec toi, dans le même village, tu le regardes dans les yeux, tu dis, mec, tu vas dire, petit du là, mec, il dit, Safrollah, bismillah. Il est choqué. Safrollah, bismillah. Parce que pour lui, c'est inadmissible que tu puisses prononcer une telle grossièreté. C'est une horreur pour lui. C'est comme si tu disais à un musulman d'aller manger le porc. Alors là, il devient fou. Safrollah, bismillah. Quand il fait ça là, il met dans fagali. Il met dans farabi. Ça, c'est ton frère du Nord. Parce qu'il est choqué. Tu dis ça à un Baoulé, il dit, le bêté, il prend pour faire un musulman. Le bêté, il prend ça pour faire un musulman. Alors que il ne s'aperçoit pas, il ne prend pas conscience que, en fait, ça là, peut-être que chez eux c'est choquant, mais chez moi c'est pas choquant. Peut-être que j'ai fait du mal à mon frère. Donc, c'est que c'est pas de façon méchante, mais culturellement, c'est pas quelque chose de très grave pour eux. Quand on va chez mes parents, ouais, par exemple, chez mes parents, ouais, je suis du côté de ma mère, chez mes parents, ouais, l'approche humoristique des ouais de Djokwe n'a rien à voir avec les ouais de Djiglo, de Taï, de Broloquin. Les ouais du Cap, ça n'a rien à voir. À Djokwe, tu peux dire facilement à quelqu'un ton trou de cul. Facilement. Donc, mais tu dis ça à un ouais de Djiglo, il dit ouais, il est choqué. C'est pour vous dire un peu, pour vous dire comment les approches, c'est que comment chacun ressent l'humour de l'autre. Tu vas, merci, Zié, tu vas du côté, Brigitte, merci, quand tu vas du côté des ouais, de Fakobli, et puis de Kubli, des gars, Zaye, alors que chez eux, Zaye, ça veut dire le caleçon. Mais quand tu arrives à Djokwe puis à Bangolo, quand tu dis Zaye, mais c'est grave, c'est un gros mot. Alors là, eux, ils sont choqués. Pour vous dire que ce n'est pas qu'une histoire de fils du Nord ou de fils de l'Ouest. C'est les approches humoristiques, culturelles, qui choquent. Donc, ce sont des choses, merci, donc, ce sont des choses comme ça, ce sont ces approches-là. Donc, je vais clore ce côté de l'humour pour vous dire que quand l'ex-président Laurent Gbagbo vient au pouvoir, il n'a pas rapidement suggéré, moi je dis suggéré, l'ivoirité qui était un vrai problème pour lui, pour le pays, pour le tissu social. Il n'a pas suggéré et donc ces militants du FPI en ont pris, ils en ont fait des slogans et ça a fragilisé ce tissu social. Je vais vous prendre des exemples en France. Pourquoi la France, en réalité, quand je dis le FPI est un parti de gauche et Gbagbo, Bédié était l'allié de droite, mais Gbagbo était l'allié de gauche.
Donc, il y avait Lionel Jospin et Chirac, Premier ministre. Donc, Jospin, il est de gauche. Quand vous prenez l'histoire de la France, et que tu es un allié de gauche, et que cette tension identitaire monte dans ton pays, et que toi, tu ne mets pas de frein, ton parti politique qui est ton allié, parce que Gbagbo était le président de l'Internationale socialiste. Donc, ton parti politique, l'Internationale socialiste, qui est l'organe dont tu as fédéré, dont tu as adhéré, ta lettre vous dit, mais attention, ces questions identitaires, nous, on ne peut pas te soutenir dans ça. Fais attention. Tu dois les régler au plus vite. Donc, on te lance des alertes. Si tu ne les règles pas, en ce moment, nous, tu sors de notre parti, de notre mouvement socialiste. Donc, Gbagbo a été exclu de l'Internationale socialiste parce que ces problèmes identitaires n'ont pas été réglés à l'époque. Ils n'ont pas été réglés. Et c'était récurrent où on voyait des meetings où des militants disaient, voilà, à chacun son pays, à chacun son pays, oh, jusqu'à des artistes chantaient, à chacun son pays, oh, laissez pour moi, oh, mais il y a des artistes, vous chantez à chacun son pays. À chacun son pays, ça veut dire quoi? Toi-même qui chantes à chacun son pays, là, quelles sont tes origines? Oui. Et c'était sous Gbagbo. Donc, les Français, la gauche française, n'en supportait plus. Ils disaient alors, il sort, voilà où le mot infréquentable est sorti. Il est infréquentable. Comme il continue à prôner l'identité et que nous, on n'est pas pour l'identité, il est infréquentable. Il sort de l'Internationale socialiste. Voilà comment François Hollande, qui était le secrétaire du Parti socialiste à l'époque, avec Martine Aubry, ont sorti Gbagbo de l'Internationale socialiste. Pourquoi? Prenez l'histoire de la France. Je vous donne quelques exemples. Pierre Bérégovoy, pour ceux qui vivent en France, Pierre Bérégovoy est ukrainien. Il était Premier ministre français. Pierre Bérégovoy est ukrainien, Premier ministre français. Édouard Balladur, il était Premier ministre français, ministre de l'économie et des finances et ministre de la privatisation. Édouard Balladur, il est turc et iranien. C'est vrai qu'il n'est pas français, il est turc et iranien. Naturalisé. Prenez Manuel Valls, Premier ministre français. Valls, sa mère est espagnole, son père est suisse. Donc, il n'a rien de français. On continue. On prend des ministres. On prend Edgar Pisani. Lui, il est tunisien et italien. Quand on prend Jean de Lipskovski, qui, quand on parle de ça, c'est la Russie. Il était russe. Maurice Druon, qui n'était pas français. On va continuer comme ça. On a plein de ministres comme ça. Robert, on a Charles, on a Brice, on a Catherine Tascar, on a Pierre Moscovici. Pierre Moscovici, qui est polonais et roumain. Donc, Pierre Moscovici, sa mère est polonaise et son père est roumain. Il n'est même pas français. Continuons. Prenez Nicolas Sarkozy, qui était le président de la République française. Il est hongrois. Il n'est même pas français, mais il est hongrois. On prend Rachida Dati, qui était ministre de la Justice. Elle est algérienne. Prenez Fleur Pellerin. Elle est sud-coréenne. Prenez Marisol Touraine, qui était dans le gouvernement Marisol Touraine, qui était dans le gouvernement de François Hollande. Elle vient de Chili. Elle est chilienne. Vous prenez Nadjalo Valo Belkacem. Elle est marocaine. On prend François Zamen, qui est même pas français. Donc, je vais vous continuer des listes de... Pour ceux qui vivent, François Copé aussi, exactement. Pour ceux qui vivent, il est suisse. Quand on prend Myriam El Khomri, elle est marocaine. Quand on prend Audrey Azoulay, qui est aujourd'hui au niveau de l'UNESCO, donc au niveau de la culture, on prend une Marocaine et puis on la met à la tête de l'UNESCO. Et c'est la France qui réussit à faire ça. Elle est marocaine. On prend Mathias Ofeke. Donc, la liste, elle est tellement longue. Je ne sais même pas même. Prenons Patrice Devedjian. Il est arménien. Vous voyez? Donc, Christian Estrosi. Il est italien. La liste, elle est longue comme ça. Lui, il est italien. Vous prenez Yamina Ben-Guigui. Elle est algérienne. Michel Abi... Il y a trop de noms. Je ne peux même pas tout citer. Si je vais citer tous ces noms, on ne va pas s'en sortir. On va prendre Jean-Vincent Placé, qui lui est sud-coréen. Anne Hidalgo, qui a des origines espagnoles. Prenons même Emmanuel Macron, il a des origines espagnoles.
Voyez, pourquoi je prends ces exemples pour parler de ça? Pourquoi je vous parle de ces exemples aujourd'hui? Mes frères, je vous parle de ces exemples pourquoi? On va prendre des élus issus de l'immigration. Des élus issus de l'immigration. Des élus issus de l'immigration. Au bagno sur ta... Merci. Des élus issus de l'immigration. Prenez Patrice Anato. Il est juriste, il est togolais, c'est un député à l'Assemblée nationale française. Je suis en train de le regarder là. Il est député à l'Assemblée nationale. Donc c'est un député français, mais il est d'origine togolaise. Prenons Mourdir qui est marocain, il est député. Prenons Daniel Obeno, celle même qui est à l'Assemblée, puis qui insulte tous les blancs à l'Assemblée là. Obeno, elle est gabonaise. Elle est avec la France insoumise. Elle est gabonaise, mais d'origine. Elle est députée à l'Assemblée nationale française. Laetitia Avia, où récemment, il y a eu des polémiques, des difficultés, où il y a eu des Français qui lui ont dit, tu es une truite. On m'a dit de la soutenir, j'ai dit de la soutiens pas. Il dit de la soutiens pas. Je vais venir là pour vous expliquer. Elle est togolaise. Sira Sila, elle est députée, exactement députée. Elle est sénégalaise. Vous voyez, on a eu Ramayad, qui a été ministre porte-parole du gouvernement de Nicolas Sarkozy. Elle est d'origine sénégalaise. Voyez mes frères, quand on vit dans un pays comme la France et la Côte d'Ivoire, c'est la même mentalité. Le seul pays en Afrique francophone qui ressemble à la France, goutte par goutte, qui ressemble à la France textuellement, qui ont les mêmes mentalités, c'est la Côte d'Ivoire. Pourquoi? On a le même métissage. Le métissage qu'il y a en France ici, c'est le même métissage. Fali officiel, salut mon fils, c'est le même métissage qu'il y a en Côte d'Ivoire. On a le même métissage. On a la même histoire. On a la même construction de la communauté nationale. Donc, quand on vit en France et qu'on connaît réellement les institutions françaises, on connaît la politique, on vit en Europe, on connaît l'histoire de l'Europe, on ne peut pas se cacher derrière son écran de téléphone, derrière sa page Facebook, avec des avatars ou sans avatars, pour traiter des personnes de notre pays d'origine, d'étrangers. On ne peut pas se cacher derrière des écrans de téléphone pour traiter des gens dans notre pays d'étrangers. Quand vous avez la France qui est multiculturelle, qui a une diversité dense, et que toi tu es au pouvoir, que tu viens en France, tu dis tu viens faire du lobbying, tu vas trouver un élu français pour lui dire, oui, dans mon pays là, Alassane Ouattara n'est pas ivoirien, mais je vous jure que la France vous déteste, vous ne pouvez pas vous imaginer. Ils se disent, ah bon, mais il ne connaît pas l'histoire de la France, celui-là. Lui, il pense que moi, je suis quoi? Je ne sais pas si vous comprenez. Tu quittes ton pays. Tu viens faire du lobbying en France. Tu viens dire que telle personne n'est pas ivoirien. Ou bien Fabrice Souawenyo n'est pas ivoirien. On dit, ah bon. Mais celui-là, il est dangereux pour la communauté africaine. Même pour toute l'Afrique, il est dangereux, celui-là. Alors là, on ne veut même pas entendre parler de toi. C'est l'erreur que le FPI a connue. C'est pour ça que le FPI a été exclu de l'international socialiste. Parce que le FPI faisait partie de l'international socialiste, mais le FPI ne connaissait pas l'histoire de la France, ni l'histoire du Parti socialiste. Ça, pour vous dire, quand j'ai dit j'ai fait l'historique un peu de notre histoire. Mes amis, venons aux faits maintenant. Venons aux faits. Nous, en tant que citoyens ivoiriens, on est sur les réseaux sociaux. L'histoire de notre pays que je viens de vous expliquer. Pourquoi la crise là, elle est identitaire, elle a bousillé les relations, elle a déchiré ce mosaïque. On s'assoit aujourd'hui.
les élections sénatoriales commencent, les élections municipales commencent, les élections régionales commencent. C'est vous qui partez chercher origine des gens. Vous partez chercher l'origine des gens. Est-ce que c'est l'origine des gens qui développent un pays ou bien c'est le projet de société de la personne qui développe un pays? C'est les moyens qu'il est capable de mettre à disposition qui développe un pays ou bien c'est son origine? Vous partez chercher l'origine des gens. Saweignon n'est pas ivoirien, il est béninois. Saweignon est ici, il est cela. Vous connaissez l'histoire de Saweignon? Avez-vous pris le temps de comprendre qui est Saweignon, son histoire avec la Côte d'Ivoire? Vous connaissez son histoire? C'est quand même, c'est terrible. Ça veut dire que vous êtes des êtres humains, des personnes, des individus, qui n'avaient même pas de recul sur le temps. Je viens à Saweignon. Avant d'arriver à Saweignon, j'ai dit qu'on était petits. On n'avait pas compris, on prononçait les slogans sans comprendre le poids de ces slogans, le mal que ces slogans pouvaient causer, sans comprendre l'histoire de notre propre pays. Pour tous ceux qui ont suivi le discours d'Alassane Ouattara à la début d'année, à la rentrée 2018, pour la première fois dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara a prononcé le nom du village de sa mère. Moi, je peux vous dire. Moi, quand je suis sorti de la Côte d'Ivoire, j'ai commencé à comprendre. J'ai dit, mais cet homme est quand même mystérieux. Il ne parle jamais de sa vie familiale. Donc moi, j'ai commencé à chercher à comprendre qui est Alassane Ouattara. Je ne le connais pas. Il ne me connaît pas. Ce que les gens racontent ici, Alassane lui a donné 100 millions. Ahmed Bakayoko lui a donné 50 millions, mais 30 millions. Moi, où je suis ici, j'ai mes factures qui sont remplies comme ça. Ils ne me connaissent pas. Je ne les connais pas. Si moi, la fille de Naoulou Bouzassi avait les 200 millions, je peux vous dire que j'ai créé 250 emplois en Côte d'Ivoire. J'ai créé 250 emplois en Côte d'Ivoire. Donc les gens racontent ce qu'ils ont envie de raconter. Parce que quand tu es en train de éveiller les consciences, il y a ceux qui veulent abrutir les gens, qui racontent beaucoup de bêtises pour ne pas qu'on puisse éveiller vraiment les consciences de façon intelligente. J'ai dit dans le discours d'Alassane Ouattara, moi j'ai écouté, alors que moi déjà, j'avais déjà compris que le village de sa mère s'appelait Béléba. Mais la première fois dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, le monsieur l'a fait discours. Allez-y revoir le discours d'Alassane Ouattara. 2018, il a parlé de Béléban avec un sourire, un léger sourire. J'ai dit, les hommes politiques, ils nous manipulent vraiment. Les hommes politiques nous manipulent vraiment. Ils nous manipulent vraiment. Il dit, je salue Béléban et il a souri. Moi, je savais que sa mère est Béléban. C'est la première fois dans l'histoire de la Côte. Je close ce paragraphe. On va continuer. Mes amis, je parlais de l'erreur du PDCI à soulever. Ce n'est pas tout le PDCI, mais c'est un cas de deux PDCI, surtout sous Bédié et l'entourage de Bédié qui avait soulevé l'histoire de l'ivoirité qui a infecté la Côte d'Ivoire. Parce que l'ivoirité est le cancer qui a infecté, qui a bouffé la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, on est sur les réseaux sociaux. On a certains militants du PDCI qui ont oublié l'histoire de la Côte d'Ivoire, ce que l'ivoirité a causé, qui reviennent aujourd'hui à la source avec les mêmes ivoirités. Voilà pourquoi je prends la parole aujourd'hui. J'ai dit que je ne connais pas M. Saweignon. Saweignon, je ne le connais pas. Je ne connais pas Fabrice Saweignon. Je ne le connais ni d'Adam ni d'Ève. Mais, j'estime que si Saweignon, qui est citoyen ivoirien comme moi, comme vous, parce que la Côte d'Ivoire, là, on parle de citoyenneté. On parle de citoyenneté. Si Saweignon a un projet de société, a un projet de commune pour le plateau, qu'il est candidat au plateau, il est libre d'être candidat au plateau. En quoi est-ce que son origine serait un handicap d'être candidat dans son pays qu'il a accueilli, qui lui a tout donné? En quoi est-ce que Saweignon ne doit pas être candidat? Mais Saweignon fait partie du RHDP. Saweignon, là, il fait partie du RHDP. Fabrice Saweignon. Fabrice Saweignon est né en Côte d'Ivoire, à Makori. Pourquoi j'ai joué cette chanson? Je ne le connais pas, mais dites à Saweignon que c'est à lui j'ai dédié
avec beaucoup de pincement au cœur, cette chanson de Yodé est sous sirop. Quel est mon pays? Ça, oui, si tu veux être candidat, prends la chanson là, puis fais ta campagne avec ça. Parce qu'il y a une injustice qui est en train de revenir. Ce problème, ce truc d'ivoirité là, qui a mis la guerre en Côte d'Ivoire, qui a créé la division entre les enfants d'un même pays, en train de revenir dans faire des plateaux. Tu entends les gens ici, notre plateau, vous avez un plateau. Est-ce que vous avez un plateau? Notre plateau. C'est qui notre candidat là, mais Brigitte Dibidi, tu peux me dire, c'est qui notre candidat là? On l'appelle Akosobe, Okosobe, je ne sais plus quoi. Notre candidat du plateau. Vous avez un plateau? Mais le plateau est une commune qui a besoin d'investissement, qui a besoin de rénovation, qu'on doit reconstruire. Quand vous regardez le plateau sous Fouette-Boigny, ce plateau qui était le miroir d'Abidjan, là, vous regardez le plateau là, ça ressemble à plateau. Ça ressemble à plateau. Aujourd'hui, là, ça ressemble à plateau. Nous, notre génération, là, quand on regarde le plateau là, on n'a pas honte de ce plateau là. Est-ce qu'on n'a pas honte de ce plateau là quand on regarde là aujourd'hui? Moi, je suis parti à Abidjan en 2015. Quand je suis arrivé au plateau, j'ai reconnu une seule chose, hein, c'est la cathédrale que j'ai reconnue. Je monte le long. Avant, il y avait un bar où on s'asseyait avec les caméramans de la RTI et puis de la radio. Il y a la maison de la radio. À côté de la maison de la radio, il y a l'immeuble, on appelle CCIA, qui était l'immeuble. Souvent, même quand tu passes, tu ne fais pas attention, ta tête cogne parce que c'est tellement propre et magnifique. Mais allez-y voir. Je dis, mais c'est quoi cet immeuble qui est pourri là? On dit, c'est CCIA. Je dis, quoi? CCIA qui est là. On me dit, oui. Je dis, mais c'est pour quelle raison? Ah. J'ai compris que la guerre a fait des dégâts dans notre pays. J'ai compris que la guerre a fait du mal dans notre pays. J'ai compris que la guerre a détruit ce beau pays. Je peux vous dire, quand je suis revenu d'Abidjan, 2015, quand j'ai vu les conditions de vie, quand j'ai vu ce que la guerre a fait, j'ai vu ça de mes propres yeux, j'ai décidé à jamais de parler de paix, de prôner la paix et de me battre pour la construction de la paix dans mon pays. Parce que j'ai compris ce que c'est que la guerre. C'est parce que vous ne connaissez pas la guerre. Vous êtes assis là, derrière votre écran, c'est notre plateau. Plateau qui est pourri, c'est ça qui est votre plateau. Quand vous regardez le plateau là, est-ce que vous pouvez voir ce plateau là qui est là? Il y a un mec qui depuis 20 ans, je ne sais pas 30 ans ou 40 ans, nous on n'était même pas encore, on ne marchait pas encore, mais qui était maire. Mais vous êtes des jeunes. Le PDCI n'a pas de cadre. Le PDCI n'a pas une nouvelle génération de jeunes dynamiques qui doivent redynamiser le PDCI. Le PDCI n'en a pas. C'est les vieilles casseroles que vous cherchez. Que vous voulez nous amener en 2020. Que c'est les vieilles casseroles là. Les gens qui ont été frustrés parce qu'on a fait coup d'état à Bédier, ils ont perdu le pouvoir, donc forcément, même s'ils ont 70 ans, 80 ans, ils veulent forcément venir occuper des postes ministériels. C'est ça là que vous attendez au PDCI? Je ne vais pas faire le procès du PDCI aujourd'hui. Ce n'est pas pour faire le procès du PDCI aujourd'hui. Mais très sincèrement, il y a des jeunes intellectuels au PDCI. Arrêtez de les étouffer. Okosi, merci, Okosi Benjo. Okosi Benjo là. Avec Okosi Benjo. Okosi Benjo. Vous qui demandez les origines de Patrice Sabogno là. Vous avez demandé pour Okosi Benjo. Vous avez demandé à Okosi Benjo, depuis 20 ans, il est de quelle origine? Okosi Benjo. Je vous ai dit tout à l'heure. On dit quoi? Akosi, merci. Akosi Benjo. Vous avez demandé les origines d'Akosi Benjo. Vous demandez pour Fabrice Sowegno là. Demandez aussi pour Akosi Benjo. Sowegno, c'est un jeune qui est né en Côte d'Ivoire. Je suis allé chercher son histoire. Son histoire m'a peiné. Pourquoi? Quand il a fait une vidéo qui m'avait coulé les larmes, il dit, mais je suis ivoirien. Ah! Comment vous voulez que je sois ivoirien encore? Je suis ivoirien. C'est-à-dire que vous avez un jeune de 1972 qui est l'enfant de Akosi Benjo. C'est un enfant, mais Akosi Benjo peut le mettre au monde. Il est de 72. Il est de 72. Il doit avoir soit 44 ou 46. Il est de 72. Il est né à Makori. Regardez son histoire, les études qu'il a fait. Il a fréquenté en Côte d'Ivoire. Il a fréquenté en Côte d'Ivoire.
Il a fait ses études en Côte d'Ivoire. Il a fréquenté Ayam Sokoro. Un jeune, un orphelin de père. C'est pour ça que j'ai joué. J'ai dit, dites à Sawignon. La chanson de Cyril et Yodé, là, il a qu'à prendre pour faire campagne. Il est orphelin de père. Et il s'est construit tout seul. Cet enfant, son père est décédé, il avait 3 mois. Un bébé de 3 mois qui a perdu son père. Son père était architecte. Sa mère était secrétaire. C'est la femme qui a porté son enfant. Une mère qui a élevé son enfant. Il connaît la rue, il connaît la galère, il a vécu, il sait ce que, il connaît mieux la Côte d'Ivoire que vous qui vous prenez pour des autres. Je suis ivoirien, il connaît mieux la Côte d'Ivoire que vous. Et il apporte plus à la Côte d'Ivoire que vous-même qui vous dites ivoirien. La Côte d'Ivoire a besoin de compétences. La Côte d'Ivoire a besoin de connaissances. La Côte d'Ivoire a besoin d'une jeunesse dynamique. La Côte d'Ivoire a besoin d'investisseurs. La Côte d'Ivoire n'a pas besoin des Ivoiriens qui ne peuvent rien apporter à la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a besoin des citoyens qui contribuent au développement de la Côte d'Ivoire. C'est ça la Côte d'Ivoire. C'est ça la Côte d'Ivoire. Et c'est cette Côte d'Ivoire que nous devons prôner. C'est cette Côte d'Ivoire que nous devons promouvoir. Vous qui dites qu'il est plus Ivoirien que Fabrice Sawignon là, vous avez investi combien en Côte d'Ivoire? Vous avez créé combien d'emplois en Côte d'Ivoire? Vous avez créé combien d'emplois dans ce pays? Vous avez employé combien de jeunes Ivoiriens? Vous faites quoi dans l'humanitaire? C'est ce que la Côte d'Ivoire attend de nous. Elle n'attend pas des Ivoiriens qui ont une carte d'identité. La carte d'identité, on ne mange pas ça. On ne mange pas une carte d'identité. C'est pas vous qui a dit qu'on ne mange pas pain. Son père est mort, il a 3 mois. Sa mère l'a porté. Cet enfant sait ce que c'est que la vie. Il a fait ses études dans ce pays-là. Il a les origines béninoises. Et alors? Et alors? Dans chaque famille, là, il y a combien d'enfants qui ont des origines d'ailleurs? Nous avons tous des origines. Et alors? Il est allé, il a travaillé. Il s'est battu, le jeune a travaillé. Il a travaillé en Côte d'Ivoire. Donc quand vous prenez son CV là, il a travaillé, ou c'est au Bénin, il a travaillé, ou c'est en Côte d'Ivoire, il a travaillé. C'est au Bénin, il a travaillé, ou c'est en Côte d'Ivoire, il a travaillé. Métal Ivoire là, il était le directeur de projet de Métal Ivoire. Qui ne connaît pas à faire des Métal Ivoire, la publicité en Côte d'Ivoire. Qui ne connaît pas la publicité de Métal Ivoire? Mais déjà, Métal Ivoire, il était le directeur de projet de Métal Ivoire. Ça veut dire que très tôt, il était dans la communication et de la publicité. Métal Ivoire, il était le directeur de projet. Qui ne connaît pas Métal Ivoire? Toi qui es en train de m'écouter là, quand on faisait la publicité de Métal Ivoire, tu avais quel âge? Toi qui es plus ivoirien que Sawignon, tu avais quel âge? Nous tous, on a regardé la publicité de Métal Ivoire. Il fait très chaud dans cette maison. Ah, Métal Ivoire, on connaît, mais il était directeur de projet de Métal Ivoire. Parce qu'il a fait ses études en Côte d'Ivoire. Il a travaillé en Côte d'Ivoire. Il était chef de projet chez Ericsson. Quand on dit Ericsson, téléphone est sorti, Ericsson, il était chef de projet chez Ericsson. Coca-Cola, soda, vous buvez soda, Coca-Cola, là, c'est pour lui. Vous connaissez l'histoire de la Côte d'Ivoire. Mais on dirait, mais c'est pas possible ça. C'est un investisseur. Il n'a pas volé son argent, il a travaillé. Moi, je préfère un Sawignon qui travaille à la sueur de son front et qui représente fièrement la Côte d'Ivoire parce qu'il est un exemple de société. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Que d'avoir des braqueurs de banques comme exemple de société. C'est un exemple, c'est un modèle à suivre. Donc, ce jeune, je vais me permettre de l'appeler jeune, il est très jeune, oui, il n'est pas vieux. Non plus comme les vieilles casseroles, c'est un jeune. On doit même parler de lui. Pour que la jeunesse ivoirienne puisse suivre son modèle, son exemple. Il ne faut pas que la jeunesse pense qu'elle va s'asseoir, elle va prendre les Kalachnikov et puis on va lui donner 10 millions. Sawignon est un exemple à suivre. C'est un modèle de société. Il représente la Côte d'Ivoire fièrement. Il faut une fierté nationale. Vous savez ce qu'on appelle vaudou communication dans le monde? Vous savez ça? Vaudou communication. Dans tout le monde entier, quand tu dis vaudou communication, on ne sait pas que c'est bébé là qui est derrière vaudou communication. C'est une fierté. Donc normalement, nous les Ivoiriens, on est fiers. C'est une fierté ivoirienne. Vaudou là, il a construit ça au Bénin ou c'est en Côte d'Ivoire? Moi, là, je suis parti. Vous avez vu Vaudou? Allez-y voir Vaudou communication là. Je sais pas, c'est quelque part aux 2 plateaux ou à Cocody.
Il a fondé Vaudou Communication. Il a créé Vaudou Communication, qui est basé en Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, là, Vaudou Communication, là, il a créé ça en quelle année, Vaudou Communication? En 99-2000. En 99-2000, qu'il a créé Vaudou Communication. Mais Gbagbo était au pouvoir. Vous voulez que je vous parle de ça? Tous les gens du FPI, là, quand je reviens, ça on dit, il a parlé de Gbagbo. Quand Vaudou Communication, le jeune a commencé, là, il allait voir ceux qui étaient au pouvoir. Parce qu'il fait aussi du lobbying politique. Voilà. Donc il a créé, il allait voir Gbagbo, là. Ah, ça lui a donné le marché. Personne n'a pas couru en lui. On lui a pas donné le marché. Quand il a créé son Vaudou Communication, ils l'ont ignoré. Moi, je vous dis ça. Les gens ont ignoré sa réunion. Il a cru à son projet. Il a cru à son projet parce qu'il avait une vision africaine. Il n'avait même pas une vision au niveau de la Côte d'Ivoire seulement. Aujourd'hui, la Vaudou Communication est implantée dans presque tous les pays africains. Voilà. Regardez en France ici. Quand on parle de Bernard Arnault, vous pensez que Bernard Arnault, il est français à 100%. Bernard Arnault dit la richesse, l'homme le plus riche. Vous pensez que Bernard Arnault, il est français à 100%. Vous connaissez l'histoire de Bernard Arnault. Mais il n'est pas français à 100%. Mais quand la France parle de Bernard Arnault, c'est la fierté, l'homme le plus riche. La France est fière. Mais nous, on doit être fiers aussi de Sawayon. Quelqu'un qui a souffert, qui s'est donné du chien pour réussir sa vie. C'est une fierté. C'est une fierté. Il a bâti son avenir. À moins de 47 ans, il a une fortune. Vous croyez que quoi? Mais c'est un investisseur. C'est un investisseur. Il faut la fierté de notre pays, de notre continent. Est-ce que Vaudou, là, c'est au Bénin, il a construit Vaudou, ou bien c'est en Côte d'Ivoire? La création d'emplois, là, c'est au Bénin ou c'est en Côte d'Ivoire? Il faut que vous arrêtiez. Mes parents du PDCI, là, arrêtez ça. Ne nous ramenez pas l'ivoirité comme projet de société. Le PDCI doit avoir son projet de société. Il y a des jeunes talentueux au PDCI qui sont intelligents. Si le PDCI, si les vieux du PDCI ne peuvent pas faire promouvoir les jeunes, très sincèrement, il ne faut pas nous remuer le foulard de l'ivoirité. La Côte d'Ivoire n'a pas besoin de ça. On a assez payé avec ça. On ne va pas payer encore à nouveau. On doit reconstruire ce mosaïque qu'on a bousillé. On doit recoller les morceaux pour donner cette vitrine magnifique et merveilleuse à la Côte d'Ivoire. On ne peut pas revenir encore avec l'ivoirité. Parce que quand les problèmes commencent là, le PDCI là, vous rentrez dans la coquille comme tortue, et puis les guerres se passent entre le nord et puis l'ouest. Nous, on ne veut plus se tuer. Ne nous ramenez pas. Parce que ça là, c'est les tensions qui sont en train de pointer son nez. Les tensions sont en train de pointer son nez. Nous tous, on est en train de voir que la guerre est en train de venir. Mais il n'y a personne pour parler parce qu'on fait du suivisme, on fait du clientélisme, on fait de la passion. Des hommes politiques et non des idées. Parce qu'il n'y a pas d'idées, ce sont des passions des hommes. On est là, on fait de l'apologie des personnes. Mais attendez. Vous pensez que la Côte d'Ivoire de demain, là, la Côte d'Ivoire de 2020, là, c'est pour nous parler de quoi? Non, la Côte d'Ivoire n'est pas une royauté. S'il vous plaît. La Côte d'Ivoire est une démocratie, c'est une république. On a besoin de républicains et non des rois. On n'a pas besoin de rois en Côte d'Ivoire. On a besoin de républicains. Donc si le PDCI ne peut pas nous envoyer un républicain, c'est pour faire affaire de royauté. Ça va dire ça, laissez-nous là où on est. Pardonnez. On ne veut pas de ça. On ne veut pas de ça. Parce que c'est nous-mêmes, les citoyens, qui allons monter au créneau. Hein. On vous prévient. C'est nous, les citoyens, qui allons monter au créneau. On vous prévient. Si vous ne pouvez pas nous envoyer un projet de société pour venir faire votre royalisme, royauté là, on va monter au créneau. Moi, depuis que je suis là, quand je parle là, je vous alerte. Je dis attention. Attention à ce qu'on dit. Attention à ce qu'on fait. Vous créez des pages Facebook là, et puis telle personne est de quel pays? Quelle est son origine? Kandia Kamara, si c'est pas Congo, Bitogo. Mais vous-même qui demandez l'origine, vous êtes de quelle origine? Demandez même à vos grands-parents quelle est votre origine déjà pour commencer. Quelle est votre origine? Quelle est votre origine? Vous-même qui parlez des gens. Il faut que vous arrêtez ça. Il faut que vous arrêtez ça. Il fait partie de cette fierté. Moi, si Sawayon s'arrête pour dire la nouvelle génération, je dis oui, je suis fier. Parce que voilà quelqu'un qui est parti de rien. Il est parti de rien du tout. Il a cru en son projet. Il a fait l'analyse de marché. Il sait que l'Afrique a besoin de visibilité. La Côte d'Ivoire a besoin de visibilité.
il s'est dit, j'ai des compétences, je les mets à disposition de mon pays. Je les mets à la disposition de ce pays qui m'a tant donné. Je les mets à la disposition de ce pays qui m'a vu naître, qui m'a vu grandir et qui m'a vu marcher. Pour moi, c'est un modèle de société. Je ne fais pas la campagne des Savoyons. Loin de là, je dis, je ne le connais pas. Mais c'est un modèle de société. Il n'a pas pris les armes pour être riche. Il n'a pas cassé les banques pour être riche. Il n'a pas volé pour être riche. Il n'a pas escroqué des personnalités politiques pour être riche. Non. Non. Il a travaillé avec son cerveau, avec ses 10 doigts. Il a cru en ce qu'il a fait. Il s'est dit, il s'est investi. Il a donné à la Côte d'Ivoire. Vous les Ivoiriens, qu'est-ce qu'il faut pour être Ivoirien dans votre pays? Dites-moi. Qu'est-ce qu'il faut pour être Ivoirien dans votre pays? Il vit en Côte d'Ivoire? Oui. Il a investi en Côte d'Ivoire? Oui. Il a épousé une Ivoirienne? Oui. Il est né en Côte d'Ivoire? Oui. Il a fait ses études en Côte d'Ivoire? Oui. Il a créé de l'emploi en Côte d'Ivoire? Oui. Vous qui voulez ces origines, vous avez créé quoi? Venez, on va comparer les idées, les projets et les compétences. Vous avez créé quoi? Il faut que vous arrêtiez. Le plateau que vous voyez là, c'est comme Paris. C'est comme les Champs-Élysées. Abidjan, c'est comme Paris. Le plateau, c'est comme les Champs-Élysées. Vous pensez que les Champs-Élysées que vous voyez quand vous êtes à Abidjan, ah, les Champs-Élysées, c'est joli. Ça n'appartient même pas à la France. Si vous ne les avez pas. Les Champs-Élysées, ça n'appartient pas à la France. Toutes les boutiques des Champs-Élysées sont payées par des investisseurs, par des capitaux étrangers. Ce sont les investisseurs étrangers qui ont acheté. Donc, on va chercher les investisseurs pour rénover, pour requinquer, pour que ça soit tout joli. Le plateau a besoin de chirurgie. Regardez comment le plateau est. Ce n'est pas une histoire de tribalisme pour dire oui, Savoignon, soit il n'est pas baoulé, ou bien Savoignon n'est pas PDCI. Non, attendez, mais vous rigolez là. Celui qui est du PDCI depuis 60 ans qu'il est là, il a apporté quoi au plateau, et puis aujourd'hui là, il doit toujours apporter. Qu'est-ce qu'il n'a pas apporté pendant 60 ans et qu'il va apporter aujourd'hui? Nous, quand on est de la jeunesse là, nous sommes la nouvelle génération. Nous avons une autre vision des sociétés. Nous avons une autre culture des sociétés. Une autre culture politique. On se dit, on a vu, on est sorti du pays. On a vu comment ça marche chez les autres. Qu'est-ce qu'on peut faire? Quelle idée? Apportons les idées que les autres ont explorées, ont exploitées, puis ça a marché là. Apportons ça chez nous. Christophe Colomb là, quand il parcourait l'Amérique là, c'est pour apporter le bien à la France. Christophe Colomb, quand il parcourait le monde là, il allait chercher dans d'autres pays, dans d'autres continents, ce qui est bien là. Pommes de terre qu'on mange là, ça vient du Mexique, ça ne vient pas de la France. Pourtant aujourd'hui, quand la France, on dit le nord de la France, on dit les frites. Alors que la pomme de terre ne vient pas de la France. C'est parce qu'ils ont su faire la promotion de la pomme de terre. La pomme de terre là vient du Mexique. Votre cacao qui est en Côte d'Ivoire, ce n'est pas pour vous. Ça vient de l'Amérique latine. C'est parce que vous avez su produire ça. La France vous a donné les grains pour produire, c'est pour ça. Donc, je veux dire, on a besoin des connaissances de ceux qui peuvent inventer, qui peuvent créer, qui peuvent apporter un plus ou apporter un bien-être. Regardez ça, voyons. Quelqu'un qui n'est pas même, regardez ce qu'il construit, la plaque qu'il crée. Le plateau est une vitrine. Plateau est une vitrine. Donc, sur le plan politique, sur le plan commercial, sur le plan de tourisme, il faut développer, il faut apporter les investisseurs. Mais le maire actuel qui est là, donc lui, depuis qu'il est maire, il n'a pas su apporter les investisseurs pour rénover le plateau. C'est parce qu'il n'y a pas une politique de commune. Donc, s'il y a quelqu'un qui a une politique de commune, mais parlez de projet de commune. Quel est le projet du maire sortant? Quel est le projet de Savoignon? Comparez les projets. Mais quand on compare les projets là, il y a la faisabilité. Il y a budget. Il y a faisabilité, puis il y a budget. Qu'est-ce que tu peux apporter? Vous pensez que les investisseurs, ils arrivent parce que le mec est là, il est PDCI. Ah non. Les investisseurs arrivent parce qu'ils ont confiance en un homme. Voilà. On vient investir parce qu'on a confiance en quelqu'un. Ça fait 20 ans que tu es là. Si les gens ne sont pas venus investir, que le plateau est en train de pourrir, c'est parce que quelque part, peut-être qu'ils n'ont pas confiance en toi. Donc, on doit avoir une vision du bien-être. Une vision du bien-être. Une vision du bien-être. On dit, mais il est jeune, moi je suis déjà vieux. Il est dynamique. S'il peut apporter quelque chose de bien à notre plateau, petit, viens t'asseoir, tu vas prendre un plateau, il faut investir. C'est la Côte d'Ivoire qui se développe. C'est la Côte d'Ivoire qui réussit. Mais tu peux pas dire non, moi je ne peux rien apporter. Mais comme moi je ne veux pas là, je ne laisse pas aussi. Mais là, tu vois, pour toi seulement, tout le monde va mourir. C'est pas possible. Donc, c'est pour ça que j'ai pris la parole, que je parle de Savoignon. Je dis pour moi,
Sawignon, il fait partie de ces nombreux jeunes qui sont cachés et qui sont une fierté nationale. Voilà. Donc, moi, je ne suis pas là pour parler des origines des uns des autres, ça n'intéresse pas. Je m'en fous de vos origines, ça ne m'intéresse pas. Qu'est-ce que vous êtes capable d'apporter à la Côte d'Ivoire? C'est ça qui est important pour moi. Voilà. C'est ce qui est important. Qu'est-ce que chacun est capable d'apporter à la Côte d'Ivoire? Ce n'est pas de ton origine, tu es Bamileke, tu es Camerounais, tu es Sénégalais, tu es ceci, tu es cela. Non, mais attendez. Après, il y a les sujets qu'on peut aborder, les sujets de réciprocité. Ça, c'est un autre volet que je ne vais pas introduire, que j'aborderai un jour. Les sujets de réciprocité. La Côte d'Ivoire est ce cœur, le poumon du panafricanisme. C'est vrai, il faudra aussi que les autres pays voisins, les autres pays de l'Afrique puissent s'ouvrir aussi à cette vision, aussi pour donner une visibilité, la possibilité à des Ivoiriens d'investir, de créer, d'innover dans d'autres pays. Ça, ce sont d'autres sujets qu'on peut porter. Mais on va venir confondre les choses. Ce n'est pas normal et ce n'est pas juste. C'est pour ça que j'ai parlé aussi de Zensou. De M. Zensou, que je ne connais pas aussi, mais du côté du Bénin. Zensou était candidat au Bénin. Moi, je vais vous dire. J'ai des amis béninois qui sont panafricains. Quand on ne peut pas respirer en France. Le panafricanisme, ils sont à toutes les conférences. Ils vont te casser les oreilles avec le panafricanisme. Pourtant, en réalité, ils ne pensent pas réellement. Moi, je vais vous dire, quand Zensou a été candidat au Bénin, ah non. Mais ils t'ont insulté, Zensou, vous ne pouvez pas imaginer. J'ai été choqué de voir des amis qui parlent de panafricanisme et qui insultent Zensou. J'ai dit, mais pourquoi vous insultez Zensou? Ils disent que Zensou n'est pas béninois. Je dis, ah bon? Mais le père de Zensou est béninois. C'est sa mère qui est française. Ils disent, ah non, ils veulent un pur sang. Je dis, ah donc c'est ça votre panafricanisme là. Vous êtes panafricain chez les autres, mais chez vous là, vous n'êtes pas panafricain. C'est pour ça que j'ai parlé des Zensou. C'est pour ça que j'ai parlé des Zensou. Et j'ai trouvé, c'est que ce léchage médiatique et ce léchage, mais qui n'a pas de sens, ils ont insulté Zensou. Mais Zensou qu'ils ont insulté les panafricains de France, surtout. Zensou, les panafricains de France que Zensou a insulté là. Mais c'est Zensou qui a fait Emmanuel Macron. C'est un grand économiste, c'est un banquier d'affaires. Zensou là, c'est eux qui ont formé les Macron. Mais les mêmes qui ont insulté Zensou au Bénin là, ils ont tous voté Emmanuel Macron en France. J'ai dit, mais les Africains, ils sont bêtes comme ça. Pourquoi vous votez Macron? Non, parce que Macron, il est banquier, il est intelligent, il va apporter beaucoup, il va ouvrir des marchés à la France, on va gagner du travail. Mais Zensou là, il est comme Macron. Pourquoi vous ne voulez pas ce qui est bien chez vous? Vous vous battez pour chez les autres. Merci Lyon Roi de me confirmer. C'est un grand économiste et un banquier d'affaires, Zensou. Ils l'ont insulté au Bénin. Ils l'ont caricaturé sur tous les plans. Ah, le monsieur a souffert. Il ne peut même pas faire son meeting. Quand il arrive là, les gens l'insultent. Pas si. C'est que leur xénophobie là est montée comme ça. Le démon là est monté en eux. Mais en France, ils ont voté Macron. Macron que Zensou a fabriqué là, eux, ils l'ont voté en France. Parce qu'ils disent que Macron est bien. Mais si Macron est bien en France, mais c'est que Zensou est meilleur au Bénin. Bref, les élections sont faites au Bénin. Le président Talon est là-bas. Je le salue au passage. C'est la démocratie qui s'est exprimée. Il faut la respecter. Mais je voulais juste attirer l'attention des Africains. L'Africain ne réfléchit pas beaucoup. C'est ce qui est dommage. Ils sont dans la passion. Ils ne comprennent pas le monde. Et on est dans le monde, malheureusement. Ils n'ont pas de choix. Donc, on se fait bouffer dans le monde parce qu'on n'a pas compris assez. Et on ne comprend pas vite. C'est dommage. Vous insultez des économistes qui vont apporter dans votre pays. Mais dans d'autres pays, vous les votez. Mais si tu votes un économiste, un banquier d'affaires dans un pays français, mais s'il te plaît, vote-le chez toi. Pour qu'il développe, parce que c'est ceux-là qui permettent à la France d'être développée. Donc, au contraire, on ne doit pas les insulter dans notre pays d'origine. On doit se réjouir même qu'ils investissent, qu'ils attirent les investisseurs pour investir dans notre pays. Que les pays africains prennent crédit ou pas, on sera toujours à crédit. Autant que le crédit là sert au pays, au développement du pays. C'est quand même triste. C'est triste. Donc mes amis, je vais juste en finir sur ce volet. Ça fait que il y a un verbe, il y a un écart de langage lyrique qui vole en ce moment sur la politique, la classe politique ivoirienne, la société ivoirienne. On attend ici l'autre qui insulte l'autre. On attend ici, j'ai vu Kandian Kamara, M. Billon du PDCI, et puis M. Bitogo, et puis Madame la maire d'Odiéné. Je crois qu'elle est maire d'Odiéné.
Voyez, voilà où les drames, les langages, quand j'ai dit la guerre pointe son nez, c'est là. La guerre est en train de pointer son nez. On voit les choses venir, mais on est tellement dans la passion, on est là, on est calme, on est assis, on ne parle pas. Quand ça va chauffer là, nous on n'a pas les moyens, nos parents sont au pays. Nous on n'a pas l'argent pour prendre jet privé pour les déposer au Bourget. Quand les gens vont sortir là, nos parents ils sortent comment? Ils vont repartir. Il y a encore, les gens sont sur les camps de réfugiés, ils ne sont pas tous sortis. C'est nous encore, d'autres vont se rajouter sur les camps de réfugiés. Bien. Le RHDP était un mouvement. Donc ce sont des alliances, des accords. Nous les citoyens, on n'a pas besoin de savoir ce que vous avez dealé à Daoukro, ça ne nous regarde pas. Votre deal de Daoukro, ça ne nous regarde pas. Si vous avez dealé à Daoukro, ça c'est votre problème. Si vous ne pensez pas à la société, au développement du pays et que vous passez au deal, c'est votre problème. Mais sachez que 2020, il n'y a pas à faire de deal. Il n'y a pas à faire de deal en 2020. On ne peut pas être dans le RHDP. Le jour que Alassane Ouattara n'est plus président, qu'on doit faire son bilan, ce n'est pas que le bilan d'Alassane Ouattara qu'on va faire. C'est Alassane Ouattara et Bédié. Parce que c'est Bédié avec Alassane Ouattara qui sont en train de gouverner depuis 7 ans, 8 ans. Il n'y a pas que Alassane Ouattara qui gouverne. Bédié gouverne aussi avec Alassane Ouattara. Donc, il ne faut pas que vous allez tromper la société dans ce petit jeu, la petite magouille là. Ça ne peut pas marcher. Nous, comme on dit en Côte d'Ivoire, on est hier maintenant. On ne peut plus nous avoir 2 fois. On est hier. On a mis piment dans les yeux 1 fois, pas 2 fois. On sait ce que c'est que piment. Vous avez dealé à Daoukro. Vous partagez le pouvoir. Alassane Ouattara est président. Les postes ministériels sont partagés entre le PDCI et puis le RDR. Les chefs d'institution sont partagés entre le PDCI et puis le RDR. Les mairies sont partagées entre le PDCI et puis le RDR. Les députés sont partagés entre le PDCI et puis le RDR. Donc ça veut dire que le pouvoir exécutif est partagé avec le PDCI et puis le RDR. Le pouvoir judiciaire est partagé entre le PDCI et puis le RDR. Le pouvoir parlementaire est partagé entre le PDCI et puis le RDR. Bientôt, le Sénat va être partagé entre le PDCI et puis le RDR. Donc, c'est quoi le meeting qu'ils font à Yamoussoukro et puis ils s'insultent? Vous vous foutez de qui? De nous. C'est le peuple que vous ne considérez pas. Ça fait que vous faites la comédie à Yamoussoukro. Pour moi, ce que j'ai vu à Yamoussoukro là, pour l'instant, il dit qu'il ne parle pas du PDCI. Mais un jour, je vais m'asseoir pour parler des cadres du PDCI, pour leur demander quelle est leur vision de société, quel est leur projet de société, et où est-ce qu'ils veulent amener les Ivoiriens, et qu'est-ce qu'ils veulent faire de la Côte d'Ivoire. Parce que jusqu'à présent, moi je n'ai jamais eu un projet du PDCI. Depuis, ils partagent le pouvoir avec Alassane Ouattara, mais ils n'ont pas encore de projet. Donc, vous partagez, c'est le RHDP qui partage le pouvoir. Donc s'il y a un bilan à faire, quand on va faire, et il y aura un bilan à faire, on fera le bilan. Mais on fera le bilan de Bédié et de Alassane Ouattara. Il n'y a pas que d'Alassane Ouattara. Il faut que les gens arrêtent. Il faut qu'on arrête. Donc, moi je suis désolé. Le problème, comme je vous ai dit mes amis, je parlerai du Sénat le samedi. Le problème de l'Afrique et des pays africains, c'est que quand un président fait un remaniement, il n'explique jamais pourquoi il fait le remaniement. C'est ça le problème de l'Afrique et de la Côte d'Ivoire. Quand on fait un remaniement, on doit expliquer pourquoi on fait le remaniement. Mais si vous n'expliquez pas le remaniement, parce qu'on a fait un gouvernement, pour rien comme ça, le président se lève et dit qu'il fait un remaniement. Mais quand il fait un remaniement, il faut que tu expliques. Mais c'est à l'opposition intelligente d'amener le gouvernement à expliquer pourquoi il fait le remaniement. Donc l'opposition va porter sur la place publique les difficultés dans le gouvernement, ce qui a poussé le gouvernement à faire un remaniement. Donc, il y a des ministres qui sont dans le gouvernement. Quand le président estime ou il soupçonne, ou il y a des citations dans des détournements d'argent, ces ministres, quand ils sortent du gouvernement, ils deviennent les rebelles, ils deviennent opposition. Là, ils ont compris que, comme ils sont sortis du gouvernement, là, ils savent ce qui est bien pour le pays. Mais quand tu étais dans le gouvernement, quand ils mangeaient là, tu ne savais pas ce qui était bien pour le pays. Tu ne savais pas? C'est pour ça que moi, je vois les gens qui disent qu'ils ont aimé la sortie de M. Bion. Sincèrement, moi, je n'ai pas aimé la sortie de M. Bion. Parce que je trouve que c'est des foutaises. Ils se moquent de nous un peu. Excusez-moi, ils se moquent un peu de nous. Parce que je vois les gens, moi je vous dis tout de suite, ceux qui font ça comme là, ils n'ont qu'à arrêter parce que c'est une mauvaise communication. Parce qu'ils se moquent de nous. Non seulement ils se moquent de nous, on fait une com où ils courent. Lui, il est sûr qu'il court. Il court tous les matins. Il court avec les baskets. Ils vont prendre un peu le style le Jamaïcain là.
le Jamaïcain qui courait très fort, là, le Jamaïcain, ils vont prendre un peu les styles de comme publicité d'Adidas, là, pour qu'il va courir, pour dire il est né à Boaké, il est ceci. Est-ce que nous, on s'en fout de là où il est, ça ne nous intéresse pas? Il est né à Boaké, quoi, à Dimokro, ou à Divo, ou dans mon petit village, où il n'y avait pas de courant, malheureusement. Asro. Qu'il soit né à Asro, et alors? Est-ce que c'est ça que les Ivoiriens ont besoin? C'est pas ça qui nous intéresse. Voilà. Donc, vous voyez, il faudrait que les gouvernements puissent expliquer. Quand ils sortent les ministres des gouvernements, qu'on nous explique. Sous Gbagbo, Biyo était dans le gouvernement de Gbagbo. Biyo, là, il était dans le gouvernement de Gbagbo. Gbagbo, la sortie du gouvernement, là, il y a eu problème. On parlait d'une histoire de détournement de ceci, de cela. Mais Gbagbo n'a jamais porté plainte. Ok. Il y a des gens qui détournent, il y a des ministres qui détournent des fonds. Ils ne sont pas inquiétés, ils ne sont pas interrogés. Il n'y a pas une commission d'enquête parlementaire pour leur poser des questions, puisqu'il n'y a pas une opposition qui est capable de parler au nom du peuple. Donc, les gens, ils s'en foutent. Ils sortent. Une fois qu'ils sortent d'un gouvernement, ah là, ils deviennent rebelles. Là, ils savent que le gouvernement là n'est pas bon. Ils ne passent pas au peuple. Là, ils savent qu'ils ont des projets. Mais quand tu es ministre là, quel est ton projet? Ton ministère a fait quoi? C'est ça, on te demande. C'est pas que quand tu n'es plus ministre, que tu vas dire que toi, tu aimes le peuple, mais quand tu te lèves, tu as fait quoi pour le peuple? On ne peut plus mettre piment dans nos yeux 2 fois. On a déjà mis piment 1 fois. On ne peut pas mettre 2 fois. Quelqu'un qui n'a jamais vu piment dans les yeux, là, il va c'est amusement. Mais une fois que ça a pris un œil que tu as fermé, là, tu ne veux plus qu'on mette dans 2. Même quand tu vois goutte d'eau, tu fermes. C'est que c'est piment qui arrive. Donc nous, on est là. On est très prudents en ce moment. On danse en prudence. On ne peut pas nous... Il ne faut pas se foutre de nous. Il était dans le gouvernement d'Alassane Ouattara. M. Bion. Subitement, il devient l'opposant d'Alassane Ouattara. Subitement, il pense bien de la Côte d'Ivoire. Il a un projet de la Côte d'Ivoire. Mais il a gouverné. Il était président de région du handball. Moi, je veux une société, et je pense que vous devez être une société consciencieuse qui pose des vrais débats, qui pose les vraies questions de société. Ayons le courage de poser ces vraies questions aux hommes politiques. Parce qu'en fait, ils pensent que nous sommes bêtes. Les hommes politiques, là, comme ils pensent qu'ils sont riches, que nous sommes pauvres, donc on est bêtes. Mais le pauvre, il réfléchit. Parce que si le pauvre ne réfléchissait pas là, mais il allait vite mourir. Remarquez, on est pauvre, mais on est encore là. Donc, posons les vraies questions aux hommes politiques. N'ayons pas peur. Osons. Ne les agressez pas. Mais osons poser les vraies questions aux hommes politiques. Toi, tu dis que tu es mieux là. Qu'est-ce que tu as fait avant? Toi, tu es milliardaire. Qu'est-ce que tu as fait avant? Et puis aujourd'hui, tu veux faire. C'est la question. C'est pour ça que j'ai pris l'exemple de M. Fabrice Sawinyo. Je dis c'est un exemple de société. Quelqu'un qui est parti de rien et qui a bâti, qui a construit, qui a créé de l'emploi. Mais si vous lui donnez une chance, mais il va être meilleur. En fait, c'est tellement simple. L'équation est simple à résoudre, mes frères. Voyez, par contre, j'ai vu, moi j'aime le débat politique. J'aime ce jeu politique, il est très intéressant. Le jeu politique, même si je interpelle un peu M. Bion pour dire attention, vous avez gouverné avec Alassane Ouattara, vous faites partie de son bilan. Voilà. Vous faites partie du bilan d'Alassane Ouattara. Ce n'est pas parce que vous êtes sorti du gouvernement aujourd'hui que subitement vous êtes l'opposant d'Alassane Ouattara. Moi, je ne crois pas à cette mascarade-là. Il faut arrêter. Aujourd'hui, il y a les sénatoriales. Je parlerai de maintenant. On ne va pas venir nous prendre pour des gaous. Ce n'est pas possible. Maintenant, le jeu de langage entre M. Bitogo et M. Bion, moi, ce jeu-là, j'ai apprécié ce jeu. J'ai trouvé qu'il y avait un vrai jeu entre M. Bitogo, M. Bion et M. Kakou Dikawi. J'ai aimé ce jeu de langage. Ça, on dit un débat. Ils se parlent sans s'agresser, sans être... il y avait un vrai débat, il y avait un échange politique. Voilà, il y avait un vrai échange politique. Par contre, au niveau de Mme Kadian Camara, j'ai trouvé ça un peu très bas. Désolé de le dire, quand même, un peu bas. J'estime que on n'a pas insulté. Voilà, M. Bion n'est pas, il n'est pas malheureux non plus. Je pense que son père
est un homme quand même qui avait une vie quand même aisée. Donc, voilà. Bon, peut-être que le fils peut être trop gourmand pour chercher à manger plus que le père. Mais bon, il est quand même né avec une cuillère d'or dans la bouche. Donc, ce jeu de dire il est un politicien alimentaire, je trouve que ça rentre dans une violence qui peut créer des tensions au sein des communautés et que c'est pas cette réponse-là. La réplique, voilà, la réplique de M. Bitogo, elle était magnifique, elle était belle. Donc voilà. Donc il y avait un vrai jeu entre M. Bitogo et M. Gikawe. Quand M. Bitogo dit à M. Gikawe, vous êtes un homme du passé. Voilà, tu vois, il y a quelque chose de rigolo, de bien, mais sans, il y avait un vrai jeu politique. Donc, ils se sont renvoyés des tacles. Ça, c'était bien. Par contre, là où ça m'a un peu choqué, où j'appelle le RDR à quand même de coacher mieux les personnes qui prennent la parole au nom de leur parti politique, c'est le langage de la mère de Djinné. C'était vraiment très plat. Et sincèrement, c'est pas ce langage, en tant que maire de commune ou en tant que responsable au sein d'un grand parti politique, on doit avoir. De dire que nous ici, Beyoncé, il déconne, nous on s'en fout, on te passe dessus. Sincèrement, c'est pas beau. Voilà, c'est pas beau. Et je pense que c'est une jolie femme, elle est très belle, élégante. Donc il faut quand même voilà, il faut la coacher pour avoir un langage beaucoup plus élégant que cela. On n'a pas besoin d'un langage de Afou Keïta. Je pense que c'est voilà, c'est pas ce que la vie politique attend. On attend des vrais débats entre les hommes politiques sur des désaccords. Il peut y avoir des vrais débats, des vrais échanges, mais sans rentrer dans ce genre de langage de dire on va te passer dessus, nous on passe sur toi. Voilà. Voilà un peu. Donc, sincèrement, voilà ce que je voulais partager avec vous. Et je voulais dire encore à nouveau, très sincèrement, je pense que le PDCI, s'ils n'ont pas un projet, ils n'ont pas un candidat dynamique avec un vrai projet pour le plateau, ils n'ont qu'à lever le pied. L'ivoirité, ça ne marche plus. Voilà, on est tous ivoiriens, on est des citoyens ivoiriens. Et que M. Fabrice Awignon, il a tous les droits, comme tous les Ivoiriens, d'être candidat, même s'il veut à l'élection présidentielle. C'est son choix, c'est son droit, c'est sa volonté. Moi, je préfère que la jeunesse ivoirienne soit encore fière d'un Fabrice Awignon, le prenne comme modèle, comme exemple de société, plutôt que d'avoir des braqueurs de banques, des gens qui ont été, voilà, moi j'ai des gens qui ont pris des armes, ils ne sont pas des modèles de société. Je suis vraiment désolé, ils ne sont pas des modèles de société. Je préfère Sawignon comme un modèle de société que d'avoir un microbe comme modèle de société. Voilà, entre Sawignon et un microbe, il y a un grand écart, il y a un grand boulevard. Donc vraiment, éduquons les Ivoiriens, la jeunesse, à ressembler, à travailler comme Sawignon a travaillé, à ressembler à Sawignon, plutôt que de les pousser dans les bras des microbes. Voilà ce que je voulais vous dire. Je vous dis bon après-midi, il est 17h. À bientôt, on se voit le samedi. Merci à tous, merci à tout le monde. Ciao. Voilà ce que je voulais dire. À bientôt. Bye bye. Au revoir.